Eh ben, bonjour Camille, je pense que Stéphanie va arriver. Eh ben, Eh ben, bonjour tout le présentation, je vous monde. laisse la main. Est-ce que Stéphanie arrive à se connecter? Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, l'intitulé de notre conf aujourd'hui est Choisir, c'est renoncer et si on priorisait. Donc, avant de vous en dire plus, on va se présenter. Donc, je m'appelle Camille Oswald, je suis chef de projet à Kaizen. Donc, j'ai rejoint Kaizen en début d'année. Et actuellement, je travaille dans les équipes donc, de Schneider au sein d'un programme de transformation digitale. Dans lequel j'interviens sur plusieurs projets, dont quelques-uns en agilité. Et au sein de ces projets, donc j'ai besoin de temps en temps de prioriser. Donc c'est le sujet aujourd'hui de notre conférence. Donc moi, c'est Stéphanie Le Saffre. Historiquement, je suis directrice de programme et coach agile et depuis récemment responsable de l'agence de Grenoble, un rôle pour lequel j'essaie d'appliquer les méthodes agiles parce que malgré tout, c'est pas simple et on a souvent besoin de se réinventer et de se faire une conviction qu'on fait les choses correctement et notamment qu'on priorise les bons sujets. Donc, choisir, c'est renoncer et si on priorisait. Donc, un des objectifs principaux du product owner aujourd'hui, c'est de livrer en priorité, donc ce qui juge avoir le plus de valeur. Et vous allez me dire comment faire prioriser. Et bien justement, aujourd'hui, on va vous présenter quelques méthodes de priorisation qu'il existe, donc à travers soit des ateliers, soit juste une présentation. Donc, on va commencer par une introduction sur le rôle du product owner et ses fonctions. Donc là, on aura un petit atelier via Klaxoon. Alors, lorsqu'on va utiliser Klaxoon, n'hésitez pas à avoir deux écrans, c'est-à-dire un écran pour voir notre présentation et un écran sur lequel vous allez pouvoir participer à l'atelier Klaxoon. Donc, soit sur un deuxième écran, soit sur votre téléphone. On vous laisse voir ce que vous préférez. Puis, on vous présentera la méthode du cost of delay. On fera un atelier sur la méthode Kano et on finira sur une convergence des poker planning en termes de complexité et de valeur business. Et enfin, on finira par une conclusion. Donc, je vais commencer sur le product backlog. Donc, le product backlog, par contre, qu'est-ce qu'il contient? Donc, il contient un ensemble de user stories qui doivent être priorisées. Et donc, cette priorisation se fait par qui? Elle se fait par le product owner. Alors attention, nous on priorise que le product owner soit accompagné lorsqu'il réalise cette tâche de priorisation, accompagné par des personnes ou des équipes compétentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la notion de la priorisation est quelque chose de très subjectif, donc qui se base souvent sur notre expérience ou sur du bon sens. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs personnes, ça permet d'être au plus juste dans sa priorisation. Le quand, alors donc l'idée c'est de le faire le plus souvent possible. Malheureusement, on sait dans la vraie vie que la priorisation c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, surtout en début de projet où on a beaucoup de tâches à faire, il y a beaucoup d'urgences à gérer et donc on va pas faire l'exercice de priorisation. Alors que c'est quelque chose finalement de nécessaire parce que c'est cette priorisation qui va nous permettre de sécuriser la bonne trajectoire du produit ou du projet. Donc le quand, ça va être donc avant le début du projet, avant un sprint, après un sprint, quand une fonctionnalité est ajoutée, ou encore quand le product owner a le temps. Alors le comment, ça va être donc grâce à des techniques dont on va vous présenter quelques-unes aujourd'hui, des méthodes, des ateliers, son expérience, du bon sens ou parfois même de la chance. Donc aujourd'hui, on espère que vous priorisez aussi. Et donc on a une première question à vous poser, c'est et vous, comment faites-vous pour prioriser? Quelle technique utilisez-vous? Donc pour cela, on va vous demander de vous connecter du coup à l'URL app.klaxoon.com avec le code que vous pouvez voir affiché donc ici. Donc je pense que dans le chat, vous allez avoir aussi le code qui va s'afficher et ou le QR code via votre téléphone mobile. Donc moi, je vais juste switcher de fenêtre pour arriver sur le klaxon. C'est un peu long à charger.
Donc, n'hésitez pas à commencer à ajouter des post-it. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, donc vous avez 5 minutes, on va lancer, il est 40. Ok, donc on voit déjà des méthodes qui apparaissent. Donc là, on voit que vous êtes 47 participants, j'ai que 3 post-it. Donc, je vais essayer de les mettre en plus gros, histoire que vous voyez. Hop. Alors, business value, je crois qu'on l'a déjà eu. Pifométrie analytique. Hop. Quick win, haute priorisation. Donc là, on voit que vous avez plein d'idées, vous êtes très créatif par les urgences, valeur business. Donc on voit aussi qu'il y en a qui reviennent assez souvent, valeur business, du must. Non, j'en ai pas une. Donc je ne vais pas tous vous les afficher. Hop. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une multitude de façons de faire. Donc aussi bien des méthodes, donc les méthodes de Moscou, les story mapping, pardon, les business, estimation, quick win, que finalement des choses qui vous sont très personnelles et au pif, pifométrie, analytique. Après, je ne sais pas si j'en vois d'autres par les risques. Ok, je ne l'avais pas sorti. Chemin critique selon la progression. Coût. Ah, j'ai vu un vote des utilisateurs. Intéressant. Fonction de la concurrence aussi, effectivement. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les post-it. Je vais retourner sur la présentation. Donc, ce que l'on a pu voir via l'atelier, c'est qu'il existe une multitude de méthodes. Donc, chacun a la sienne, aussi bien donc, des méthodes qui sont connues ou des méthodes qui nous sont propres. Donc, aujourd'hui, nous, on va vous proposer 3 méthodes. Donc, la technique Cost of Delay, le modèle Kano et les poker planning mixés. C'est des méthodes qu'on estime aujourd'hui être pertinentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleures méthodes. C'est selon aussi vos contextes où vous allez devoir choisir la méthode la plus adaptée. Mais voilà, nous, on estimait vraiment qu'elles étaient pertinentes. Et un petit conseil aussi qu'on vous donne aujourd'hui, c'est que il faut essayer plusieurs techniques, plusieurs méthodes de priorisation. Il y en a une qui peut marcher à un instant T, mais ça ne veut pas dire qu'elle marchera tout au long de votre projet. Donc, n'hésitez pas à en tester différentes, plusieurs. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie, qui va du coup enchaîner sur le cost of delay, si elle arrive à se reconnecter. Stéphanie.
crois qu'on a perdu Stéphanie. Alors. Un peu là. Je ne sais pas si vous entendez Stéphanie. Non, personne n'entend Stéphanie. Ok. Hop. Non. J'essaye de la connecter. Je ne sais pas, Frédéric, si tu peux nous aider. Je suis là, mais on ne voit pas ni on m'entend. Ok. On ne t'entend pas non plus, Frédéric, tu es en mute. J'avais pas enlevé le micro. Téléphoner, là, je dois avoir pour essayer de voir. Pendant ce temps-là, je vous laisse. Je suis désolée pour ce petit contretemps. On n'entend pas Stéphanie non plus. Je pense qu'il faut la... Ah, est-ce que ça va fonctionner? Donc, c'est les aléas du direct. Tu peux repasser sur le slide précédent des méthodes. Tout à fait, je peux faire ça. C'est dans mes capacités. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive qu'on a mis ici. Bon, c'est dommage, on aurait bien tenu les délais. Ah non, elle vient de requitter la salle. Je suis au téléphone avec Stéphanie, qui, elle, se voyait connectée, mais on ne la voyait pas. Donc, elle débranche, enfin, elle a complètement coupé Rémo. Elle redémarre tout pour essayer d'être là. Et bien, à la limite, ce que je vous On peut propose. peut-être enchaîner sur quelque chose en attendant Ouais. qu'elle arrive. Voilà. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer directement sur la méthode Kano. Ou alors, on lui laisse 30 secondes. Il faudrait réinitialiser le QR. Ah, Est-ce que ça... Ouais, là, c'est bon, te vois. Bon, bah, écoutez, désolée, toutes mes excuses. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Hop. Donc, du coup, tu t'es remis sur le slide. Est-ce que c'est tantôt... OK. OK. Donc, du coup, l'idée, c'était ici de vous présenter la méthode Cost of Delay. C'est une méthode qui est assez particulière. Elle est sympathique parce qu'en fait, elle permet d'appréhender les sujets. D'habitude, on regarde le gain, la valeur apportée. Là, on est plutôt sur le manque à gagner et tous les impacts liés au fait de ne pas faire. Cette méthode, elle est aussi intéressante parce qu'en fait, elle est assez mathématique et carrée. Elle se base un peu sur du ressenti, mais des calculs aussi. Donc, c'est un moyen, c'est une priorisation qui est assez simple à communiquer et à expliquer finalement. Donc, en fait, le cost of delay, c'est quoi? Bah, littéralement, c'est le coût du retard, hein. Donc, on va faire une priorisation qui va être basée finalement sur l'estimation du gain généré par la mise en production d'une fonctionnalité et, à contrario, on va pouvoir être capable d'estimer finalement le manque à gagner du fait de ne pas réaliser cette fonctionnalité, la perte du fait de la garder longtemps sur l'étagère. Donc, on va
merger ça aussi finalement avec la notion de temporalité, parce que plus la fonctionnalité restera longtemps non délivrée, bah, finalement plus le coût engendré sera grand, quoi. Je te laisse passer au suivant, s'il te plaît, Camille. Donc, en gros, comment se passe la méthode? On commence par calculer le coût du délai. Donc, on va évaluer la valeur générée par les fonctionnalités. Cette évaluation, on peut la faire de manière assez simple, hein, avec du t-shirt sizing et puis des catégories simples, moyens, complexes, très complexes, où on peut détailler plus nos estimations si on a besoin de faire, par exemple, des choses pour aller sur un niveau d'estimation qui est plus fin que 3, 4, 5 catégorisations. On peut aussi combiner différents facteurs si on veut affiner cette estimation du coût de délai. Ensuite, on va venir ajouter la notion de durée, c'est-à-dire que plus une fonctionnalité va être développée rapidement, bah, plus elle va être rentable rapidement. Cette estimation-là, pour le coup, se fait avec les équipes techniques et on focus vraiment sur la durée de réalisation, c'est-à-dire qu'on a parfois des fonctionnalités qui nécessitent une implémentation de quelque chose de simple, mais répétitif, donc ce sera long malgré tout. Ensuite, on va venir calculer l'indice du CD3. Donc, le CD3, littéralement, c'est le cost of delay divided by duration, c'est-à-dire que c'est le coût du délai qu'on vient du coup intégrer avec la durée de réalisation. Donc, ce calcul donne un résultat qui est très simple, c'est un indice. Hein, et finalement, en intégrant nos fonctionnalités de manière décroissante, c'est-à-dire l'indice le plus fort en premier et le plus faible à la fin. Donc, pour essayer d'imager un petit peu cette méthode, on va se projeter dans un exemple concret qui est assez simple, qui est on est une équipe où on va vouloir réaliser une évolution sur notre site web. Donc, on a listé un certain nombre de fonctionnalités dans notre backlog qui sont, on va faire une refonte graphique du site parce qu'aujourd'hui, il est un petit peu moche et puis on se dit que voilà, les gens viennent, le voient, s'ils n'aiment pas, ils repartent. Dans les fonctions qu'on aimerait implémenter, on a aussi la partie ajout d'un bouton d'achat rapide pour passer directement du produit au panier et pouvoir faire la passation de commande de manière très efficace. On a estimé une action, on a imaginé une action qui était faire une campagne de mail ciblée et attractive, voilà, pour provoquer et générer des visites sur notre site. Et on a un point qui a été identifié aussi, qui est des travaux autour des moteurs de recherche et du référencement pour finalement augmenter le trafic du site et sa visibilité. Donc, pour appliquer la méthode, on va commencer à faire nos estimations. Dans le cas de la refonte graphique, on estime le gain comme étant important parce que ça devrait limiter les rebonds sur notre site. Et en termes de durée de développement, on est plutôt sur du 10 jours. Sur la partie bouton rapide, on estime le gain assez faible parce que malgré tout, aujourd'hui, on est quand même capable de passer nos commandes même si ce bouton n'est pas présent. La complexité est assez faible aussi. On se dit qu'en 2 jours, la fonctionnalité est développée. Concernant les mails, pour le coup, on attend un gain plus important parce qu'on imagine que si on fait ça, ça va générer un pic de trafic. De même, on est sur une durée de réalisation qui est assez faible. Et enfin, la partie moteur de recherche, on estime l'impact et le bénéfice comme étant très important parce que finalement, ça va augmenter de manière pérenne la visibilité et le trafic sur notre site. Et sur la complexité de réalisation, on est plutôt sur quelque chose de moyen. Donc, quand on va venir calculer nos indices, finalement, on se retrouve donc à diviser les gains attendus par les durées de réalisation. Et si on suit la priorisation préconisée donc par notre résultat, on commencera par développer la 4e fonctionnalité, puis la partie mailing list qu'on va estimer comme étant un quick win. Enfin, on fera la partie refonte graphique et pour finir, la partie achat rapide. On peut aller un tout petit peu plus loin dans cette méthode parce qu'on peut y intégrer une notion d'euros. Suivant avec qui on discute et à qui on présente les priorisations, c'est des visions qui peuvent être intéressantes. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est intéressant de savoir que c'est possible. En fait, il faut simplement associer une unité à un coût. Donc, si on part sur une unité qui vaudrait 1 000 € jour, on est capable comme ça d'estimer finalement le coût en euros d'une fonctionnalité pour le temps qu'elle va passer avant d'être réalisée. De même, on peut sommer finalement l'ensemble des fonctionnalités sur la durée des réalisations et avoir comme ça un coût
qu'on va voir se réduire progressivement jusqu'à ce qu'on ait tout délivré. Finalement, cette méthode, moi, je l'utilise alors sans aller jusqu'aux euros, mais elle permet d'avoir une vision qui est simple à expliquer en fait et simple à partager suivant les niveaux de communication qu'on souhaite faire. Ensuite, on va vous parler d'une méthode qui est un peu plus connue et qui est beaucoup moins factuelle, qui est basée sur le modèle de Kano. Là, je repasse la main à Camille. Et ce coup-ci, je ne couperai pas la caméra des fois que je ne puisse pas revenir. Ok, ça marche. Alors, du coup, donc moi, je vais vous parler de la méthode de Kano. Donc, qu'est-ce que c'est le modèle Kano? Donc, c'est une méthode qui permet donc de catégoriser des fonctionnalités. Et donc, quelles vont être ces catégories? Donc, la première catégorie, ça va être obligatoire ou basique. Donc, ces fonctionnalités qui vont rentrer dans ces catégories, c'est des fonctionnalités qui généralement ne sont pas exprimées par le client. Elles sont néanmoins indispensables aux yeux de ces clients. Et sa présence ne va pas accroître le niveau de satisfaction du client, mais par contre, son absence est totalement destructrice. Par exemple, dans une voiture, vous avez des portes, donc si celle-ci ne s'ouvre pas, ça va vous embêter au plus haut point. Ou encore un autre exemple, la fonction de téléphoner sur votre téléphone. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité, le téléphone, vous allez le jeter. Alors que si au contraire, vous avez cette fonctionnalité, ça ne va pas vous faire un effet waouh, quoi. Après, donc la catégorie performance linéaire. Donc, c'est des fonctionnalités, elles, qui ne sont pas indispensables, mais qui ajoutent un vrai plus. Donc, la satisfaction du client, elle, est directement liée, finalement, au niveau de performance de la fonctionnalité. Alors, par exemple, donc les chevaux d'une voiture. Si vous avez 60 chevaux, bah oui, vous arrivez à monter une côte. En revanche, si vous en avez 150, vous pouvez même monter la côte à l'avant-cinquième. Donc, c'est l'effet, plus il y en a, finalement, mieux c'est. Après, la dernière catégorie, donc c'est la catégorie attractive. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui, si elles sont absentes, ça n'aura pas d'impact sur l'utilisabilité de l'outil. Cependant, donc les utilisateurs, eux, vont adorer, vont surkiffer ces fonctionnalités. Donc, si on reprend l'exemple de la voiture et pour vous donner finalement une vision globale, l'obligatoire basique, ça va être d'avoir par exemple une clim manuelle. Donc, alors ça, c'est vrai peut-être maintenant. Bon, il y a 10 ans, vous allez me dire que c'était pas vrai, c'était plutôt quelque chose qu'on mettrait dans la catégorie attractive d'avoir une clim. Donc, maintenant, finalement, la clim manuelle, ça va être quelque chose qu'on va mettre dans l'obligatoire basique. Au contraire, la clim automatique, ça va être dans le performance linéaire. Donc, vous allez juste régler la température. Donc là, ça va se calculer automatiquement. Et la fonctionnalité attractive, ça va être, vous pouvez programmer en avance la température de votre voiture. Donc là, pour vous donner un peu une image globale. Et donc, une fois que qu'on a pu donc identifier, donc voilà, l'objectif c'est de catégoriser toutes ces fonctionnalités. Et comment on va le faire? Et donc ça, soit on peut le faire en devinant, soit réaliser un atelier. Et donc le mieux pour cet atelier, finalement, c'est de le faire avec des utilisateurs afin d'avoir le ressenti sur la présence ou non des fonctionnalités. Donc, pour cela, on va faire un petit atelier. Donc là, il va falloir que vous vous projetiez dans une mise en scène. Donc, en fait, vous êtes des product owners. Et donc, l'objectif du projet, ça va être de boire un expresso. Et donc là, on est au niveau T0 du projet. Donc, mon backlog est vide. Et donc, vous allez m'aider à construire ce backlog. Et donc, en tant que bon PO, vous n'allez pas me proposer des services, vous allez plutôt me donner des résultats de fonctionnalité. Donc, par exemple, boire un café chaud, ou encore, ça va être du coup être servi dans une tasse qui va garder le café chaud aussi. Ou ça va être, du coup, vous avez une trace de rouge à lèvres sur votre tasse, etc., etc. Donc, comme pour le précédent atelier, on va vous demander de vous connecter à Klaxoon. Alors, fermez bien votre précédente session et rouvrez un Klaxoon et rentrez donc le code que vous pouvez voir ici s'afficher. Donc, je vais changer d'écran aussi. Hop, là, je vais revenir au précédent. Hop, là.
Donc, on va vous laisser 5 minutes. Donc, à ce moment-là, il faut bien que vous vous mettiez sur le petit 1 de votre écran pour ajouter donc les fonctionnalités du service commander un café, les résultats des fonctionnalités de commander un service. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, parce que je ne vois pas de post-it arriver. Donc, je pense que peut-être que vous avez des questions. L'objectif ici, c'est de se dire, en fait, on est sur un projet de commande de café. Et on est un product owner qui écrit son backlog parce que l'objectif, là, via le méthode de cadeau, c'est de prioriser un backlog. Pour faire quelque chose complètement, on n'a pas voulu nous drafter un backlog, mais plutôt vous demander de nous aider à le faire. Alors, café chaud, du coup, on va déjà, hop. Bon, j'avais demandé côté orga s'il pouvait nous réciter le question-réponse, mais en fait, ben, il ne sait pas faire. Donc, on va faire sans. J'ai vu qu'il y a quelques questions. On prendra le temps à la fin pour y répondre. Je pense que ce sera plus simple. Ok, donc là, je pense qu'on a largement cette post-it, sachant que, bien entendu, on va pas tous Enfin, on va pas réaliser la méthode Kano avec tous les post-it, parce que sinon, ça nous prendrait 2 heures, je pense. Donc, maintenant que nous avons notre backlog. Donc, pour essayer de toucher donc, du doigt la méthode Kano, on va donc faire via un atelier. Et donc là, on va vous demander de positionner votre ressenti selon si vous avez cette fonctionnalité ou si vous n'avez pas cette fonctionnalité. Donc là, je vais illustrer notre demande via un exemple. Donc typiquement, le café chaud. Quel est votre ressenti par rapport au fait d'avoir ou non la fonctionnalité? Donc par exemple, si vous avez donc le fait d'avoir un café chaud, est-ce que ça vous fait super plaisir? Dans ce cas-là, ça sera cette case ici, donc le like fonctionnel. Est-ce que finalement c'est juste normal? Donc ça sera dans la case 2. Est-ce que ça vous fait ni chaud ni froid? Donc là c'est la case 3. Est-ce que vous allez faire avec? Qu'importe. Ou alors est-ce que pour vous c'est carrément inacceptable? Et il faut faire aussi l'exercice inverse si vous n'avez pas la fonctionnalité. Qu'est-ce que ça vous fait? Donc, si vous n'avez pas la fonctionnalité, je surkiffe. Bon, alors là, avec le café chaud, c'est pas le bon exemple, mais voilà. Si vous n'avez pas la fonctionnalité café chaud, c'est juste normal, etc., etc. Donc ça, on va vous le demander, on va le faire sur 3-4 post-it, pardon, pour pouvoir après vous faire la démonstration du modèle Canon. Donc là, on va vous demander de retourner sur le klaxon, en espérant que vous ne l'avez pas quitté. Et, non, qui bouge les… Ok, alors, donc on va commencer par la tasse propre, tout à fait, voilà. Ok. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de voter, donc là, c'est un sondage que l'on fait, donc de voter sur les cases là. Donc, je vais faire l'exemple en prenant le petit zigouigou que vous avez en bas de votre écran, à côté du texte, le plus gros. Ah non, il ne faut pas me décaler tous les post-it, par contre, s'il vous plaît. Vous prenez n'importe quelle couleur et vous faites un petit point dans la case correspondante, c'est-à-dire, donc là, je vais enlever le post-it qu'on m'a positionné. Voilà. Je reprends mon petit pinceau. Et donc là, la tasse propre, pour moi, en fait, c'est juste, voilà, il y en a qui ont déjà répondu, c'est juste l'attendu. Et en termes de si je n'ai pas la fonctionnalité en tasse propre, qu'est-ce que ça vous fait?
Je vais vous laisser quelques minutes, enfin quelques secondes parce qu'on va aller assez vite. Ok, donc là, on voit clairement une tendance qui ressort. Hein. Voilà. Alors, non, faut pas bouger Ok, donc on va vous demander d'arrêter de voter. Il faut pas bouger, voilà. Donc là, on voit clairement qu'il y a 2 cases qui sortent. Donc, la tasse propre. Alors, pour pouvoir refaire l'exercice, je vais supprimer tous les petits points. Hop, donc je vais la mettre dans le expected ici. OK. Et je vais la mettre aussi dans le dislike. Donc, hop, je supprime. Ouf. OK. Dislike. Prenons un autre exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des sièges confortables. On va prendre le sourire du vendeur. Donc pour vous, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un sourire de la part du vendeur ou de ne pas avoir le sourire du vendeur? Donc, même concept que précédemment, avec le petit pinceau. Ok, donc là, ce qu'on voit, c'est que donc, dans la partie, le fait d'avoir d'avoir le sourire du vendeur, donc vous aimez. Donc là, je vais supprimer la partie ici. Je vais mettre là. Voilà. Et là, bon, c'est un peu plus mitigé, mais il y a quand même le live with qui gagne. Donc, je vais mettre dans le live with hop, le sourire du vendeur. Ok, ok. Après, on va avoir un bisou au rouge à lèvres sur la tasse. Très, très bon exemple. Donc, je vous laisse revoter. C'est le minimum. Ok, donc là, c'est avoir un bisou. Donc, il y a le dislike qui remporte, c'est si vous avez du coup la fonctionnalité. Donc, pareil, je supprime sans la tasse propre. Hop. Ah non, faut pas bouger. Ok. Et donc là, celui qui gagne, c'est le expect. Ok. Si vous n'avez pas la fonctionnalité. Un peu là. Donc, maintenant, on a pu déterminer finalement l'impact qu'avaient ces fonctionnalités sur, l'impact de leur présence ou non sur les utilisateurs. Donc, je vais revenir voilà, à mes slides. Et donc, maintenant, grâce au modèle Kano, on va pouvoir catégoriser ces fonctionnalités. Donc, rappelez-vous les catégories que je vous avais énoncées au début, donc obligatoire, attractive, performante. Donc, on a le modèle de Kano qui est sur cette slide et aussi sur le klaxon. Donc, je vais faire avec vous. Donc là, normalement, vous ne touchez plus à rien. Vous n'avez plus besoin. C'est juste moi qui vais faire les manips. Donc, hop, on supprime. OK. Donc là, l'objectif, ça va être de catégoriser finalement le ressenti de nos utilisateurs. Donc, on va commencer alors par qu'est-ce qu'on a? Bon, la tasse propre. Hop, je la mets en gros ici. Donc, la tasse propre, elle était ici et ici. Donc, elle est dans le expected au niveau fonctionnel, donc ici, et au niveau dysfonctionnel et dans le dislike. Donc, elle va se trouver ici, dans la catégorie finalement obligatoire. Ah bah non, ça va pas du tout si vous me supprimez mes...
Ah, bon, on recommence. OK. Il ne faut pas supprimer, s'il vous plaît. Donc, task propre, on a dit. Alors, je vais juste faire une sauvegarde pour s'il y en a un autre. Voilà. Donc, le task propre, voilà, il est tombé dans la partie obligatoire. Maintenant, je vais supprimer le task propre. On va passer au sourire du vendeur. Donc, le sourire du vendeur, il est dans la partie fonctionnelle dans le like, donc ici, et dans la partie dysfonctionnelle dans le live with. Donc, il va être ici. Voilà. Et OK. Et enfin, le dernier post-it. Donc, avoir un bisou au rouge à lèvres sur sa tasse. Donc, il est dans le dislike au niveau du fonctionnel et dans le dysfonctionnel, il est au niveau du expect. Donc, il va être ici. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que le sourire est dans la partie, le sourire du vendeur est dans la partie attractive, la tasse propre dans la partie obligatoire et le rouge à lèvres dans la partie contradictoire. Donc là, je vais revenir à mon modèle Kano pour vous l'expliquer un petit peu quand même. Donc là, sur ce modèle, ce qu'on voit, à droite, c'est les catégories obligatoires. En haut, au milieu, c'est les catégories attractives. Et donc, en haut à droite, c'est les catégories performantes. Après, donc on a des catégories qu'on nomme hostiles ou du coup contraires. Donc, c'est celles que vous trouvez en bas et à gauche. Donc, ça va être des catégories qui vont vous permettre en fait d'identifier les fausses bonnes idées. C'est-à-dire, si vous l'avez pas, la fonctionnalité pour vous, c'est normal, mais en fait, si vous l'avez, par contre, ça va vous embêter. Pour vous donner un exemple, ça va être par exemple le chauffage obligatoire dans une voiture au Sahara. Bah, si vous n'avez pas la fonctionnalité, en fait, c'est normal. Par contre, si vous avez la fonctionnalité, ça va vous embêter un petit peu. Donc ça va être toute une catégorie de fonctionnalités où en fait, il va falloir peut-être se reposer des questions et essayer de les catégoriser autrement ou les sortir carrément du backlog. Idem pour les catégories donc défauts ou erreurs. Donc ces catégories-là, ça va être en fait des fonctionnalités où si vous les avez, eh ben, vous aimez pas, c'est inacceptable. Et si vous les avez pas, c'est inacceptable aussi. Donc en fait, ça, c'est des catégories où aussi on ne sait pas faire avec. Donc il va falloir se reposer la question, les catégoriser autrement. Donc voilà, ça, c'est les incohérences qu'on peut relever grâce aux méthodes Kano notamment. Et donc, une fois qu'on a fini nos méthodes Kano, donc on a pu définir finalement la satisfaction cliente, on va pouvoir définir notre MVP grâce au diagramme Kano. Donc là, vous avez sur l'axe vertical la satisfaction cliente, donc c'est ce que l'on a pu calculer grâce à la catégorisation. Et sur l'axe horizontal, vous avez finalement la complexité, pardon. Et cette complexité, vous pouvez l'estimer via un poker planning, par exemple. Et donc, une fois que vous avez pu faire votre estimation et aussi votre estimation de complexité et donc de satisfaction client, vous allez pouvoir définir, positionner vos US. Pardon. Et une fois que vous avez positionné vos user stories, vous allez pouvoir finalement définir votre MVP. C'est-à-dire que vous allez prendre donc toutes les fonctionnalités basiques, un peu de linéaire et un peu d'excitante. Et si vous voulez prendre donc les fonctionnalités qui ont le plus de valeur ajoutée, eh ben, vous allez plutôt prendre les fonctionnalités, les US qui sont dans le carré en haut à droite. Donc, ça va vous permettre finalement de prioriser votre projet. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est une méthode qui est très utilisée en marketing car elle permet de se positionner, de s'orienter en tout cas Customer Satisfaction. Donc, c'est la voix des customers, the voice of customer. Après, c'est une méthode qui est coûteuse et fastidieuse dans le sens où il faut préparer les sondages, il faut mobiliser les utilisateurs pour répondre aux sondages, il faut aussi analyser les sondages. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est une méthode qui quand même vaut le coup dans le sens où elle se base vraiment du point de vue de l'utilisateur. Après, c'est une méthode aussi qui nous montre qu'il faut répéter souvent la priorisation dans le sens où cette méthode, comme je vous ai montré avec l'exemple de la voiture, donc la clim il y a 10 ans, c'était quelque chose de luxe, c'était une fonctionnalité attractive. Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité de base. Donc, en fait, les fonctionnalités attractives deviennent avec l'habitude un dû. Et donc, ce qu'on veut vous démontrer aussi, c'est il faut répéter
ces exercices de priorisation pour pouvoir s'adapter finalement aux changements qui ont lieu dans le temps, aux changements d'utilisateurs, aux changements de techniques, etc., etc. Et du coup, il faut aussi changer donc de technique. Et donc, je laisse Stéphanie vous présenter la dernière technique de priorisation. Donc voilà, du coup, effectivement, on va faire un petit zoom sur les techniques où on va estimer les complexités techniques et les valeurs business à aller chercher en implémentant des fonctionnalités. Finalement, on ne peut pas parler de priorisation sans parler d'estimation, et donc on peut difficilement parler d'estimation sans parler de poker. Donc, le poker planning, c'est un moyen qu'on a pour estimer finalement donc les complexités de nos items, hein, que ce soit des tâches, des stories ou des epics suivant le moment du projet où on va se positionner. On fait des estimations qui sont finalement des chiffrages en points. On cherche pas à évaluer des heures ou des jours normalement. Après, c'est vrai que suivant la maturité des équipes qu'on a en participant pour le poker, souvent, c'est quand même plus simple de se raccrocher à une unité qui soit un peu plus palpable. Donc, la seule chose importante, c'est de conserver la même unité dans toutes nos estimations au final. C'est des estimations qui sont relatives. Donc, elles se font les unes par rapport aux autres. Pour faire ça, en général, on a besoin d'un étalon. Donc, on va chercher à estimer en premier une fonctionnalité qu'on estimera comme étant assez simple. Pas trop simple non plus parce qu'il faut qu'elle puisse être représentative, mais suffisamment simple pour la considérer pour considérer notre estimation comme étant fiable. Donc, quand on dit assez simple, c'est quelque chose dont le périmètre va être bien connu, bien compris de l'équipe et dont la difficulté technique de réalisation sera pas trop grande. Donc voilà, du moment où on utilise un étalon et une story de référence, encore une fois, on peut utiliser les unités qu'on veut, que ce soit des heures, des jours ou des points. Les résultats, finalement, fonctionnent. Donc ensuite, comment ça se passe un poker planning? Donc très simplement, parce que on ne sait pas trop les niveaux qu'ont chacun, donc on va prendre 5 minutes pour réexpliquer ce que c'est, enfin 2 minutes. Un poker planning, on commence par avoir le représentant fonctionnel, alors idéalement le product owner, hein, qui va nous présenter l'item qu'on est en train d'essayer de chiffrer. Je peux te laisser avancer le slide, s'il te plaît, Camille? Non. T'as avancé. On a perdu Camille? Non. D'accord, donc là, il faudrait que tu me mettes le slide d'après, s'il te plaît. Il y en a un qui a perdu en chemin, le 32? Bon, tant pis. Non, mais pour moi, c'est là le 32, c'est le déroulement de l'atelier. Ouais, ok. Donc, du coup, c'est bien le slide. Voilà, ok. Donc, du coup, ça rafraîchissait pas. Donc, le product owner, présente l'histoire. L'important, c'est qu'on se comprenne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décemment estimer quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, on discute, si besoin, les participants de l'atelier vont discuter autour de la story qui est présentée. Ensuite, on utilise donc des cartes de poker où chaque participant va estimer, va valider sa propre estimation de la tâche de manière cachée. Donc, on ne montrera pas sa carte aux autres. Et idéalement, on utilise les cartes de la suite de Fibonacci. C'est une suite qui est une suite numérique, mais avec des intervalles qui ne sont pas réguliers, ce qui permet d'être très discriminant. On va avoir du 1, 3, 8, 13, 50, 70. Voilà, on a des échelles comme ça qui sont assez grandes et qui permettent d'estimer avec un petit peu plus de gap, finalement, vu qu'on est dans du relatif. Donc, chaque personne fait son vote face cachée de manière à pas s'influencer finalement les uns les autres. Et ensuite, tout le monde, en même temps, va présenter son vote. En général, si les histoires sont suffisamment bien présentées et bien discutées, on arrive très vite à des consensus. Et par contre, c'est quand même intéressant de prendre le temps d'analyser les grands écarts parce que quelqu'un qui va faire un chiffrage très très fort et qui sera seul aura peut-être pas compris le sujet ou au contraire identifié une difficulté technique qui avait échappé à tout le monde. Donc ça vaut le coup qu'on discute là-dessus. De même que quelqu'un qui a une idée très très faible, qui estime un coût faible en réalisation, a peut-être vu quelque chose ou déjà fait, et en tout cas ça pourra permettre d'avoir une autre vision. Ça peut amener éventuellement à revoter si la discussion ne suffit pas à faire s'entendre tous les participants sur l'estimation qu'on veut mettre pour les thèmes.
Donc, on va recommencer comme ça jusqu'à ce qu'on ait un consensus pour un item et estimer finalement tous les items qu'on était en train d'étudier. Donc, ces ateliers d'estimation, on va les faire d'une part avec les équipes techniques pour estimer les complexités et d'autre part avec les équipes fonctionnelles pour aller estimer donc, les gains métiers que vont apporter chacune de ces fonctionnalités. Ensuite, l'enjeu, ça va être de croiser finalement les estimations techniques et fonctionnelles. Voilà. Donc, c'est assez simple. On prend un axe, on met la complexité, l'autre, on met la valeur business. Et ça va nous permettre, en ayant fait ce positionnement-là, de voir déjà des possibilités de priorisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, tout ce qui va se situer plutôt sur la gauche du tableau, c'est des choses qui vont être lourdes à implémenter et techniquement très difficiles. C'est pas forcément, et avec peu de valeur ajoutée, pardon. Donc, c'est pas forcément ce qu'on va vouloir aller dépiler en premier. Tout ce qui va être plutôt à droite va plutôt nous intéresser. Ensuite, qu'est-ce qui va définir si on priorise plutôt des choses en haut ou des choses en bas? C'est finalement la stratégie qu'on aura envie de suivre dans notre projet. Et la stratégie, elle va être dépendante forcément de notre contexte. C'est-à-dire que quand on a un projet avec une forte pression, que ce soit de l'interne ou de l'externe, c'est-à-dire si les livraisons sont attendues rapidement, en interne parce qu'on a un management ou des utilisateurs, par exemple, qui auraient perdu la confiance dans l'équipe, et en externe parce qu'on aurait une forte concurrence, on va aller plutôt sur ce qu'on va appeler le quick win. On va vouloir développer et réaliser rapidement les choses. Si on est dans le cadre d'une équipe agile qui est très mature, un projet qui a peu de pression, c'est assez rare, mais ça arrive quand même, on pourra prendre le temps d'aller plutôt sur du tech win, de commencer par déminer les difficultés techniques pour se sécuriser, se rassurer sur notre capacité à faire certains items. Ensuite, cette méthode, elle a un autre gain qui est de s'assurer que le cap qu'on prend est le bon. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on attaque par des choses qui sont plutôt en haut et à gauche, on va être dans des choses très complexes. Et finalement, c'est encore une fois pas forcément le sens dans lequel il faut démarrer un projet. De même, en termes de répartition de nos items, si on a un gros volume qui se retrouve réparti en haut de notre diagramme, peut-être qu'on peut se demander si on a correctement découpé nos histoires et si on ne peut pas raffiner un petit peu notre backlog, parce que là, on essaie d'attaquer des sujets qui sont finalement pas assez travaillés, enfin pas assez découpés et en tout cas pas assez petits pour être réalisés correctement. Donc cette méthode, elle est très classique et très connue. Donc du coup, voilà, ça valait le coup qu'on s'y attarde 5 minutes, mais voilà, je pense pas qu'il faille aller plus loin dans les détails. Elle est assez évidente. En gros, ce qu'on peut conclure finalement sur tout ce qu'on se dit là, c'est que la priorisation, en fait, le fait de choisir, c'est évidemment pas renoncer, hein, surtout dans nos contextes agiles. Mais par contre, prioriser, c'est nécessaire pour démarrer les choses et les finir et finalement réussir à produire de manière itérative des choses. Donc, la priorisation, elle est spécifique à chacun des contextes. Hein. Finalement, une technique qui marchera pour un projet ne marchera pas forcément pour un autre. Et c'est important de se poser la question de dans quel contexte je suis. Du coup, quelle technique de priorisation je vais essayer d'appliquer pour démarrer puis réviser ma copie. De même, les estimations de priorisation, les critères qu'on va venir évaluer, finalement, tout est très subjectif. Et une même priorisation faite avec la même technique sur les mêmes sujets, faite par deux personnes différentes, notamment si on utilise le Kano, donnera des méthodes, finalement donnera des résultats qui vont être différents. De même que la stratégie qu'on s'est donnée et les règles qu'on aura suivies pour établir notre priorisation au début d'un projet, elles peuvent bouger. Si on prend la méthode des pokers, on peut dire au départ, on a un contexte où on est peu sous pression, on va déminer nos sujets techniques, donc on est dans du tech win, et finalement, au bout d'un an, le projet commence à être un petit peu plus surveillé, challengé, on veut réaliser plus vite, on va venir du coup changer notre fusil d'épaule et prendre des histoires qui sont plutôt dans le quick win. Malgré tout, donc ce qu'on dit depuis le début et qui est vraiment très important, en fait, c'est de se remettre en question régulièrement. Une priorisation, alors souvent elles sont pas faites, ça manque, mais si elle a le mérite d'exister, c'est déjà bien. Par contre,
la richesse et la valeur qu'auront nos priorisations et surtout la manière qu'on aura de sécuriser l'avancée de nos projets, c'est en se redemandant régulièrement, est-ce que la prio que j'ai faite, elle est toujours bonne? Est-ce que je dois la revoir? Pourquoi? Comment? Et de chercher à se faire des convictions comme ça au fil de l'eau en continu dans toute la vie de notre projet. On vous a listé un peu les sources et nos sources d'inspiration aussi sur cette dernière slide. Si vous voulez les slides, n'hésitez pas à nous contacter et merci à tous pour votre participation. Et n'oubliez pas de voter sur le rôti du coup. Et donc, je pense qu'on peut essayer de répondre à quelques questions. Je ne sais pas si on a le temps. Frédéric? Micro. Oui, oui, vous avez encore 2-3 minutes. La prochaine est à 55. Donc, Alors, 5 minutes, le temps de lancer la suivante. Je ne sais pas si les questions étaient pour nous ou pas. Là. Non, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que les seules questions, je pense, ou alors il y en a eu des votées qui sont remontées, mais celle qu'on a trouvée, c'était une qui disait pourquoi le CD3 est différent du ROI. Alors finalement, la seule différence qu'on va intégrer dans la notion du CD3, c'est la notion de temporalité. Le ROI, on va venir estimer un retour sur investissement. Donc, on a un coût sur une fonctionnalité et un gain attendu au fait de la réaliser. Le CD3, il va intégrer le fait de se dire, OK, mais si je mets 3 jours, 10 jours, 20 jours, finalement, mon coût est plus grand, et d'autant plus grand que le temps de réalisation est lent. C'est la grosse différence entre le ROI et le CD3, mais effectivement, c'est bien basé à l'origine, enfin, à la base sur du ROI. Il y a d'autres questions. Combien de temps prennent la mise en place de ces méthodes sur des vrais projets? Cela me paraît long à mettre en place, d'autant plus si la priorisation est refaite régulièrement. En fait, là, on en vient après au basique un petit peu et l'éternelle question du sprint zéro, du démarrage. Donc, toute méthode, elle est longue à démarrer. La priorisation, elle est nécessaire pour démarrer le projet parce que si on ne sait pas dans quel ordre on va attaquer nos histoires, on a toutes les chances de faire les choses dans le mauvais sens. Donc finalement, suivant la méthode qu'on va faire, ça va être plus ou moins long. Et encore une fois, à chacune des méthodes, ça prendra plus ou moins de temps suivant les moyens qu'on a envie de se donner. Classiquement, un poker planning, il faut le faire avant chaque démarrage de sprint. À minima, on le fait pour évaluer les complexités techniques de nos sujets. Si le product owner peut prendre sur lui pour se faire l'exercice d'estimer ses valeurs business et se revérifier son croisement pour voir qu'on est toujours dans le bon sens d'avancer, c'est quelque chose qui est pas très très long à faire parce que finalement le PO maîtrise ses histoires et sait les gains qu'il attend à chacune de ses histoires, les gains en termes de valeur métier. Et si le projet, si les évolutions de contexte sont apparues justifiant une modification de ça, normalement il viendra retravailler sa priorisation, soit au moment où l'événement a lieu, soit à quelques jalons qui se sera imposé. Les méthodes vraiment coûteuses, c'est toutes celles qui vont intégrer les sondages, typiquement la Cano. Effectivement, si on veut faire une vraie voice of customer, ce qui est extrêmement riche, et cette méthode-là, si on peut l'implémenter, elle est extrêmement intéressante, mais par contre, elle est lourde à réaliser et à dépouiller et du coup à utiliser comme il faut. Et après, je crois qu'il y a quid des équipes partagées, plusieurs interlocuteurs business, plusieurs projets. C'est-à-dire ? Oui. Si on a plusieurs équipes, en fait. Mais est-ce qu'on ne sait pas? Attends. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un projet, si vous avez un représentant des métiers qui vous fait… Donc voilà, il y a une équipe. Ouais, non, vous avez plusieurs interlocuteurs métiers. Soit vous avez un représentant qui fait office de product owner et c'est beaucoup avec lui qu'on va faire ça. Soit ça va être, encore une fois, sur base d'atelier. Donc, quand on est dans du distanciel, on va faire comme aujourd'hui. On va faire des klaxons ou des rémos et on fait des sondages ou des votes pour permettre au maximum de personnes représentatives du métier ou de l'utilisateur de s'exprimer. Encore une fois, c'est toujours plus riche de solliciter plusieurs avis qu'un seul. Tout à fait. Et des méthodes moins coûteuses que la Cano pour définir la valeur. La valeur business, je suppose, du coup. Il y a le poker qui est un peu plus rapide où on vote, c'est pareil, on va estimer des points et des gains finalement en points.
La Kano, elle est très riche parce qu'elle est sur du sentiment, sur du ressenti. Et l'important, c'est de faire vraiment les deux formes, fonctionnelles, dysfonctionnelles, parce qu'on met en avant des incohérences parfois. Et la fausse bonne idée, là, elle était extrême avec la tasse un peu sale. Mais dans les projets, c'est une vraie réalité. On a un product owner qui connaît bien son produit, qui connaît bien son marché, qui a plein de bonnes idées, qui fait toute une liste de fonctionnalités à développer. Et c'est pas rare de se rendre compte que vraiment, si on implémente ça, c'est contre-productif. Et je crois qu'on a fait toutes les questions. Ah non, aussi. Le poker, c'est pour le coût et la Kano plutôt pour la valeur business. Oui. Après, l'intéressant, c'est d'essayer de mixer un peu les choses et de croiser les regards et d'analyser les informations qu'on est capable de trouver, quoi. Oui, il va bientôt falloir conclure parce que la prochaine démarre dans 5 ans. Pas de souci, bah, du coup. Voilà. Bah, on était à la fin des questions, donc c'est très bon. Bah, merci en tout cas à tous. Et puis, si vous avez des questions, on sera sûrement sur le stand de Kaizen, du coup. Eh ben, un grand merci. Et puis, du coup, je vais mettre fin à la session. Un grand merci à toutes les deux. C'était vraiment super. Eh bien, merci et bonne continuation. Au revoir. Au revoir.